Nous y sommes. Nous avons parcouru le quotidien des Grecs, de leur famille, leur habitat et à leur alimentation, en passant par leur religion ou leur guerre. Et nous pouvons désormais prendre de la hauteur et parler du monde grec dans sa globalité. Préalable indispensable avant de commencer les guerres du Péloponnèse. Alors c'est quoi le monde grec ? Quel est son rapport au monde qui l'entoure ? Pourquoi lui associe-t-on souvent le phénomène des colonies ? Tant de questions qu'il nous faut traiter. Et nous allons aller du plus large au plus précis pour en finir avec la Grèce continentale. Les Grecs ont imaginé pendant longtemps la Terre comme un disque plat entouré par un immense océan, dont le monde familier s'articule de manière assez étroite autour de la Méditerranée. De manière générale, l'intérêt du grec est assez égocentré, et va même, pour une grande part de la population, pas plus loin que la frontière de sa cité. D'autres Grecs s'intéressent tout de même un minimum au monde les entourant, notamment les marchands et scientifiques. On cartographie, et on s'efforce de comprendre l'univers sans faire appel aux mythes. Après les pionniers, Thalès et Anaximandre, les pythagoriciens sont les premiers à imaginer que la Terre est ronde. Au 5e siècle, Anaxagore déclare que la Lune est illuminée par le Soleil et que les éclipses sont dues au passage de l'une devant l'autre. Un siècle plus tard, Héraclite du Pont affirme même que la Terre tourne sur elle-même, et au 3e siècle, Aristarque de Samos propose un modèle sur lequel la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil. Les Grecs ont donc une très grande compréhension de l'univers, vous pouvez le voir. Compréhension qui sera en partie oubliée ou mise de côté, mais qui montre bien la grande science développée ou reprise par les Grecs. Ne nous trompons cependant pas. Leur monde familier se limite au bassin méditerranéen. 3 autres grandes civilisations jouent un rôle important dans cet univers. Les Phéniciens de Carthage, l'Égypte et la Perse. La Méditerranée est vraiment l'essence même du monde grec. Socrate ou Platon ont pu l'exprimer par les fameux mots « les Grecs sont autour de la Méditerranée comme des grenouilles autour d'une mare ». Hérodote nomme même cette mer comme, je cite, « celle que parcourent les navires grecs ». En réalité, il n'aime pas s'en éloigner. En 499 avant notre ère, quand Aristagoras propose à Sparte de marcher sur la capitale perse pour sauver l'Ionie révoltée, et qu'il annonce que le voyage durera 3 mois, on lui répond « Étranger de Milet, pars de Sparte avant le coucher de soleil. Tu ne dis rien qui puisse sonner bien à l'oreille des Spartiates si tu veux les emmener à 3 mois de marche de la mer. » La mer est connue, elle est rassurante. Ils savent qu'elle leur permettra toujours de rentrer chez eux, même si le voyage sera long. Dans l'histoire des 10 000 Grecs menés par Xénophon à travers l'Arménie, alors qu'ils atteignent enfin la mer sur le chemin du retour, on s'écrie « Thalassa », mer, et tout le monde se met à courir, s'embrassant les uns les autres, les larmes aux yeux. La simple vue de cette étendue d'eau permet déjà de rêver au retour au bercail. Nous parlerons un jour de cette expédition dans une vidéo dédiée, l'Anabase. Nous en sommes sûrs, les explorateurs grecs sillonnent les mers, malgré le manque d'outils de navigation, mais ils ne s'aventurent pas loin dans les terres. Ainsi, une grande partie de l'Europe du Nord ou de l'Ouest par exemple demeure assez méconnue. On sait qu'il y a une mer, au-delà des colonnes d'Héraclès, Gibraltar, mais on ose s'y aventurer, de peur d'atteindre l'extrémité du monde. Les Phéniciens entretiendraient d'ailleurs cette peur chez les marins grecs, pour garder l'exclusivité des échanges avec les peuples ibères depuis leur comptoir placé sur l'actuel emplacement de Cadix. De l'autre côté, les colonies grecques des confins de la mer Noire sont établies aux limites d'un autre monde, d'où parviennent des rumeurs portées par les Scythes. Il y aurait une terre dans le nord où, je cite, « pendant 8 mois sur 12, le froid est intolérable, et où les hommes dormiraient pendant 6 mois d'affilée. » Évocation possible de la nuit polaire. Bon, faisons un tour des grandes civilisations que les Grecs côtoient dans ce monde méditerranéen. Pour commencer, l'Égypte. Elle est considérée comme un pays de sagesse et de science, où la tradition y a fait voyager tous les grands hommes de Grèce. Dans son enquête, Hérodote nous décrit tout ce que l'Égypte a apporté à la Grèce, les dieux, les rites, les pratiques, et par-dessus tout, les connaissances.
Il met en avant la grandeur de cette civilisation et remet modestement la civilisation grecque en perspective. Quand un grec se vante d'avoir un dieu pour 16 ancêtres, un prêtre égyptien montre une succession de 345 statues de prêtres qui se sont succédés. Non, ce ne sont pas les Grecs arrivés avec Alexandre qui ont rendu la civilisation égyptienne si florissante. Elle l'avait fait comme une grande il y a plusieurs millénaires. La Perse est au contraire l'objet d'une farouche animosité. Après la révolte ionienne et les deux guerres médiques, la Grèce ne sera plus vraiment menacée par l'empire achéménide. Vue comme une terre de barbares sans loi, n'ayant aucune considération pour l'individu et ayant des coutumes étranges, comme la mise au rang de divinité d'individus, la Perse est également vue comme une terre de mystère et de magie. Enfin, Carthage est avant tout un concurrent et adversaire redoutable au monde grec, notamment sur le terrain de la Sicile, qui est déchiré par de terribles conflits tout au long du 5e et 6e siècle. Les marchands grecs et phéniciens ne sont pas les meilleurs amis du monde, et les Phéniciens ont traditionnellement combattu pour les rois perses contre les Grecs, à Salamine par exemple. Leur domaine, s'étendant surtout sur l'ouest de la Méditerranée, est assez peu partagé avec celui des Grecs, qui s'étend tout de même lui assez fortement partout ailleurs. Car oui, le monde grec est loin de s'arrêter aux frontières actuelles du pays. Le cœur ancestral de la civilisation grecque se situe globalement dans le sud de la péninsule grecque actuelle et sur une partie des côtes d'Asie mineure. Mais depuis le 8e siècle avant notre ère, un mouvement d'expansion pousse les Grecs à travers la Méditerranée, où ils fondent de nombreuses cités, faisant écho à l'Odyssée d'Ulysse. Il y eut certes des escales grecques dans une partie de la Méditerranée occidentale dès l'âge du bronze, mais on ne peut les comparer, ni par leur nombre, ni par leur importance, avec ce mouvement qui a lieu entre le 8e et le 6e siècle. L'Italie du Sud et la Sicile sont les premières zones colonisées. Syracuse est l'une des premières colonies fondées par Corinthe en -734. Tarente est fondée par des Spartiates en -706. Avant eux, les Eubéens de Chalcis et d'Érétrie avaient même voyagé jusqu'à Chypre. Au siècle suivant, le mouvement s'accélère, et c'est au tour des cités d'Ionie de se lancer dans l'aventure. Milet va donner naissance à plus de 60 colonies. Abydos dans les Dardanelles, Cyzique sur la mer de Marmara, Sinope dans le royaume du Pont, mais aussi en Égypte et en Italie. La cité de Phocée s'aventure, elle, jusque sur les côtes de France et d'Espagne, où elle va fonder Massalia, future Marseille, vers -600, et Ampurias, ou encore Alalia Aleria en Corse. Les colonies, devenues puissantes, fondent même parfois elles-mêmes des colonies et ainsi de suite, alimentant une expansion continue. L'Italie du Sud devient constellée de cités grecques et s'impose petit à petit sous le nom de Mégalée Hellas, la Grande Grèce. Ces cités nouvelles sont désignées par le terme apoïkia, qui met l'accent sur la notion de départ, apo, du foyer, oikos. D'ailleurs, il faut nuancer le terme de colonie et de colonisation, car ce phénomène ne reflète pas vraiment entièrement la réalité de l'expansion des Grecs. Les cités, loin de la maison, sont autonomes politiquement et économiquement, mais tout du moins elles gardent les cultes et institutions de leur cité mère. Elles ne rompent jamais complètement les liens privilégiés qui les unissent à la cité d'origine, et lui font parfois appel pour avoir des conseils ou un soutien militaire par exemple. Elles représentent en échange un véritable point d'appui outre-mer et un comptoir commercial privilégié. D'ailleurs, on observe dans la grande majorité des colonies la présence, au cœur de la cité, d'un lieu réservé à la mémoire de l'Oéciste, le fondateur. Mais point de relation métropole-colonie ou de dépendance de l'une pour l'autre. Le terme de colonisation permet par contre de mettre en avant le caractère public de la décision de départ. En général, celle-ci est collective. Les colonies n'ont souvent pas un territoire très étendu. 15 km sur une frange côtière tout au plus. Les colonisateurs pratiquent l'emporia, c'est-à-dire un commerce à longue distance impliquant non pas le contrôle d'un vaste territoire, mais de bonnes relations avec le milieu indigène environnant. Ces derniers sont rarement de taille face aux Grecs,
Et même d'ailleurs dans de nombreux cas, les souverains locaux les voient arriver avec bienveillance. Une fois un accord trouvé, comme dans le cas de Massalia, ou la population locale repoussée ou assujettie, la cité est construite et les terres environnantes cultivées. La conquête du lieu a pu fournir dans certains cas les esclaves nécessaires à l'établissement de la colonie, et les femmes qui donneront des enfants aux Grecs. En quelques générations, le métissage est très important et les locaux se mêlent aux nouveaux arrivants venus de Grèce. En échange, les pratiques et techniques grecques se répandent elles aussi. L'alphabet latin du centre de l'Italie est par exemple très sûrement directement dérivé de celui des colons grecs de Cume. L'hellénisme s'exporte au-delà de ses bases premières grâce à cette colonisation. La diffusion des céramiques, amphores ou objets de bronze, et les nombreuses imitations qui ont été faites suffisent à prouver le dynamisme de ce processus. En Gaule, des inscriptions gallo-grecques sont assez nombreuses et montrent l'attrait des élites celtes pour cet alphabet. Étrusques, carthaginois et bien sûr romains subirent successivement l'attrait de la Grèce et de sa culture. Les colonies peuvent devenir très puissantes. Elles frappent souvent leur propre monnaie et prospèrent par le commerce des ressources locales. Ces cités nouvelles se distinguaient des cités mères par des plans plus réguliers, un urbanisme parfois d'avant-garde et un certain gigantisme dans les réalisations artistiques. Comme le dit Brodel, dans l'Ouest tout est plus grand, plus riche. Voyez la guirlande des villes grecques de Sicile avec leurs monuments grandioses. Il semble également que le monde colonial ait été aussi le lieu d'expérience originale, rendu possible avec le caractère départ d'une page blanche d'un nouvel établissement. Je pourrais vous mentionner la gouvernance s'approchant du communisme des îles Lipari, ou le gouvernement philosophique des pythagoriciens à Crotone. Vous allez me dire, pourquoi fonder autant de colonies? Les colons sont parfois tout simplement poussés par la nécessité. Les cités de Grèce continentale sont très peuplées, et leur territoire assez restreint, pas toujours disposé sur les meilleures terres agricoles. Et quand le territoire ne suffit plus à nourrir la population toujours croissante, c'est la disette qui pousse au départ. On raconte que Cyrène, en Libye, fut fondée par les habitants de l'île de Terra, qui fuyaient, entre autres, une sécheresse terrible. Dans la majorité des cas, la ressource recherchée en priorité est la terre. Et si on regarde à l'échelle du phénomène de colonisation en Europe, les Grecs ont souvent recherché des régions bien irriguées, à l'embouchure d'un fleuve par exemple. Ils recherchent aussi souvent des terres reconnues pour leur grande quantité de forêts ou de sel, deux ressources stratégiques pour les Grecs. La présence de minerais dans les terres est également un atout, mais pour leur exploitation, ils se reposent là plutôt sur les peuples locaux. La colonisation peut aussi venir d'un élan de fuite. Quand une cité est sur le point d'être capturée, beaucoup ont en tête de fuir l'esclavage. Quand les Perses ravagent les côtes d'Asie mineure en réponse à leur révolte, beaucoup de Grecs fuient en Italie et même jusqu'en Corse. Enfin, ce phénomène peut aussi répondre à une volonté politique. Des groupes sont envoyés officiellement fonder des colonies, comme en -444, où Périclès lance une expédition au nom d'Athènes en Italie du Sud et fonde Tourioi dans le but d'établir une base stratégique dans une zone historiquement plutôt proche de Sparte. Ou bien sûr, enfin, des colons peuvent décider de fonder une colonie simplement pour s'enrichir à travers le commerce ou la piraterie. Bon, nous avons une bonne image du monde méditerranéen et de la place des Grecs dans ce dernier. Mais il nous faut rentrer dans le vif du sujet. La Grèce elle-même, théâtre des guerres du Péloponnèse. Nous allons nous garder cette région, et celle de l'Attique, pour des vidéos dédiées. Et allons faire un petit tour des autres régions qui sont trop souvent dans l'ombre de Sparte et d'Athènes. La Béotie. Dotée d'un sol fertile, la Béotie est très peuplée dès l'Antiquité. Environ 200 000 habitants y vivent au IVe siècle avant notre ère. En raison de sa situation géographique, au carrefour de nombreuses cités, de son importance religieuse avec son sanctuaire, et de son dynamisme économique qui a souvent fait des envieux, Épaminondas dit d'elle que c'est, je cite, un espace où la guerre se donnait en spectacle, une Pelomou orchestra.
Les cités de la région, plus ou moins unies par la langue et les cultes, sont rassemblées dans un système d'alliance mené par Thèbes, la grande puissance depuis moins 520. Les cités de la Ligue béotienne ont une organisation politique semblable. Le régime est modérément oligarchique sur une base censitaire. On observe un modèle fédéral à l'échelle de la région, plus ou moins équilibré entre les cités de la Ligue. Mais plusieurs fois cette alliance s'est brisée, comme par exemple à l'approche des Perses de Xerxès. Thèbes s'est rangé de leur côté, ils ont médisé. Les Platéens par exemple se sont rangés avec les Grecs résistants. Le sort définitif des guerres médiques s'est même d'ailleurs joué dans les plaines de Platée, souvenez-vous de la vidéo sur cette bataille. Thèbes sort très affaiblie des guerres médiques, et elle est quasiment éclipsée du monde grec. Par la suite, lors des guerres du Péloponnèse, elle va s'allier à Sparte face à Athènes, son puissant voisin, espérant retrouver sa gloire d'antan. C'est même de cette cité que les hostilités vont débuter, et la Ligue béotienne va de nouveau imploser. Je ne vous en dis pas plus, gardons le mystère pour la série à venir. Parlons plutôt en attendant de la Thessalie. La Thessalie est une région unifiée et cohérente, relativement grande par rapport aux autres, mesurant plus de 10 000 km². Elle est délimitée par des hauts monts, dont l'Olympe. Elle est connue pour ses exportations agricoles, de nombreux fleuves et rivières permettant une immense production de céréales, notamment de blé. Cette plaine accueille aussi un climat très favorable à l'élevage, notamment des chevaux, qui sont recherchés par toutes les cités pour équiper leur cavalerie. Les cavaliers thessaliens sont eux aussi des mercenaires très appréciés par les grandes puissances, notamment les Athéniens. Il semble exister une union fédérale des peuples de la région. Les cités, à l'origine gouvernées par un roi, vont évoluer vers une forme de gouvernement aristocratique. Cette noblesse est seule propriétaire de la terre et possède de très vastes domaines qui font pâlir d'envie n'importe quel citoyen du Sud. Pendant la Seconde Guerre médique, les Grecs abandonnent la Thessalie, jugée indéfendable et trop au nord. Les Thessaliens se résignent donc à une attitude pro-perse. Malgré leur éloignement, ils sont très attachés à la culture grecque, et il ne faut surtout pas les amalgamer avec les Macédoniens plus au nord. Au début de la guerre du Péloponnèse, la Thessalie s'allie avec Athènes, et elle connaîtra elle aussi la réalité de la guerre. Plus au sud, nous pouvons parler de la Crète, immense île de 8300 km², au sud de la Grèce, à mi-chemin entre Athènes et la Libye. L'île bénie des dieux, Makaronessos, l'île des bienheureux, abrite une petite centaine de cités. C'est une île particulière. Pour plus de 95% constituée par des montagnes, elle est empreinte d'un héritage aussi ancien que riche. Les civilisations minoennes, puis mycéniennes, y ont prospéré bien avant les Grecs dont on parle, des millénaires avant notre ère. Ces civilisations semblent s'être développées à partir de ces montagnes, et c'est à peine si l'on commence à entrevoir la richesse minière de la Crète antique. Les Grecs crétois développent une culture magnifique, à l'image de celle des civilisations qui les ont précédées. Cette dernière est certes grecque, mais ponctuée de belles nuances. L'île garde en effet des contacts privilégiés et récurrents avec l'Afrique, ce qui se ressent dans les trouvailles archéologiques de nos jours. Knossos est l'épicentre du pouvoir crétois. Des conflits internes secouent l'île, mais d'après Aristote, les cités étaient relativement liées politiquement. On attribue à de nombreuses institutions spartiates une origine crétoise. En effet, bénéficiant de son héritage ancien préservé, les institutions politiques et juridiques de l'île semblent très développées. Cette richesse s'observe même encore aujourd'hui grâce à l'archéologie, et pour tout vous dire, seule Athènes nous a laissé plus de traces. L'île reste éloignée des événements grecs. Elle ne joue par exemple aucun rôle lors des guerres médiques, et reste en grande partie à l'écart de la guerre du Péloponnèse. Ses habitants sont en revanche renommés pour une pratique, celle du tir à l'arc. Les archers crétois sont très recherchés en tant que mercenaires. Leur façon de se battre est assez inhabituelle et très loin de ce qui se fait habituellement dans les rangs d'archers. Plutôt qu'un tir en courbe, effectué depuis l'arrière du dispositif,
peu précis et peu mortels, les archers crétois vont au devant du combat, en première ligne, et lâchent des volées meurtrières en tir tendu, à bout portant des hoplites. Je pourrais continuer le tour de la Grèce pendant des heures. Il existe évidemment d'autres nombreuses régions, plus ou moins grandes. L'Acarnanie, l'Épire, qui connaîtra son heure de gloire un peu plus tard, l'Étolie et la Dolopie, la Doride, la fameuse île d'Eubée qui avait accompagné les Athéniens en Asie mineure lors de la révolte ionienne, et tant d'autres que je ne peux même pas citer. Vous allez me dire, il manque quand même les deux régions les plus importantes pour la guerre du Péloponnèse. L'Attique, avec en son cœur Athènes, et quand même le Péloponnèse lui-même, incluant lui-même de nombreuses sous-régions. Mais je garde ces deux entités pour les deux prochaines vidéos, dédiées, qui arrivent très prochainement. D'ici là, j'espère que ce petit tour du monde méditerranéen, de la colonisation grecque, vous a plu. Vous commencez à avoir une vision complète du théâtre qui va voir se déchirer une grande partie de cette civilisation. D'ici là, n'hésitez pas à déposer un petit j'aime pour soutenir la chaîne, et je vous dis à bientôt, que l'histoire soit avec vous.